Ok. Bonjour. Merci. Important. Alors, l'autre jour, j'étais en train de rentrer du Devoxx et du Mixit. Et je sais pas si vous avez déjà été speaker dans une de ces conférences. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je reviens de ce genre de conférence, j'ai plein de sentiments qui sont mélangés, qui reviennent. Notamment le premier, c'est je suis plein d'excitation. C'est-à-dire que j'ai prévu de tester encore 1000 trucs. J'ajoute dans mon backlog qui fait déjà 50 000 trucs. J'en rajoute, je me dis c'est bon, je suis nouveau codeur, j'abandonne tout et je refais des nouveaux trucs. Et un autre sentiment aussi, qui est la fatigue. Extrêmement de fatigue, énormément de fatigue. J'étais éclaté et puis d'habitude ça s'arrête là. Mais cette fois-ci c'était un peu particulier. J'ai senti un autre sentiment qui était là mais qui n'était pas très agréable. Et bon, je décide de faire comme toute bonne personne, de faire le truc et me dire en fait je m'en fous de ce sentiment, ça doit être la fatigue, c'est pas grave, demain ça ira mieux. Et donc je fais un truc que tout le monde fait quand on est épuisé et qu'on a un canapé devant chez soi. J'arrive, je me mets sur mon canapé et là je commence à faire un truc que vous faites quand vous êtes fatigué. On allume la PlayStation. Exactement, c'est pas vrai. J'ai pas de son, c'est pas grave. Je regarde pourquoi j'ai pas de son, c'est pas grave, tant pis. Donc du coup, là-dessus, en plus c'est cool parce que j'ai le choix entre 3 éléments. J'ai le choix entre Outer Worlds, qui est un jeu d'exploration qui est incroyable, un jeu Hogwarts Legacy dans l'univers de Harry Potter, et enfin Céleste, qui est un jeu un petit peu de plateforme. Donc parmi ces 3 choix, en fait, le sentiment que j'avais mis de côté, il ressurgit un petit peu et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Je vais faire comme tout le monde, en vrai, on s'en fout. Je vais prendre mon choix, ça porte sur Hogwarts Legacy, parce que 2 autres, je les avais déjà fait et je me dis que finalement, c'est pas si important. Donc j'arrive sur Hogwarts Legacy et avant ça, je me prends quand même un petit peu de temps en me disant en vrai, est-ce que je relirai pas les livres avant de faire tout ça? Je me pose la question en me disant ça et je me dis mais pourquoi est-ce que j'aime autant ces livres et pourquoi est-ce que j'aime autant Harry Potter? Je veux dire, est-ce que j'ai une identification? C'est quelque chose qui me suit depuis l'enfance? Ouais, peut-être. Bon, il me ressemble pas tant que ça. Bon, ok, je vois ce que vous voulez dire et peut-être qu'effectivement, il y a un peu de ressemblance entre lui et moi. Bon, on est d'accord que si on rajoutait des lunettes et un éclair, effectivement, je ressemblerais peut-être. C'est la meilleure vanne de tout le truc, je vous l'assure, je suis très content. Donc, en fait, pourquoi donc je m'identifie à cette personne-là? Je réfléchissais autant que je pouvais avec le niveau de fatigue que j'avais et la manette dans les mains, en me disant, j'ai toujours pas lancé de jeu, ça fait un quart d'heure que je suis en train de réfléchir. Et soudain, l'épiphanie arrive, et je me dis, en fait, le sentiment que j'avais, peut-être qu'il n'est pas inconscient, et en fait on partage peut-être tous les deux ce même sentiment, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu Mur, et aujourd'hui je vais vous parler de mon syndrome de l'imposteur. Je suis directeur technique à Zenica, et ce sentiment m'a accompagné toute ma carrière, et il m'a provoqué des opportunités, mais également beaucoup de stress, et je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? On va commencer par les basiques. En fait, c'est un mélange de pas mal de choses et tous ces sentiments, vous allez voir, sont tous interconnectés et tous ces éléments-là vont s'amplifier les uns les autres. Donc le premier, c'est le doute de soi. C'est-à-dire qu'au début, vous n'êtes pas, enfin même pas au début, quand vous avez ce syndrome de l'imposteur, vous doutez constamment de vous. C'est déjà arrivé à quelqu'un dans la salle? Jamais? Ok, très bien. Non, c'est faux, tout le monde a levé la main. C'est l'avantage du montage. Donc, c'est le doute de soi, que vous doutez de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas conscient que vous avez ces compétences-là. Vous dites non, je ne suis pas fait pour ça, il y a peut-être d'autres personnes qui sont meilleures à ce poste-là, j'ai vraiment pas toutes les billes pour le faire. Je vois des têtes qui hochent, ça veut dire que c'est bien. Ensuite, vous avez également peur d'être exposé, parce qu'effectivement, vu que vous n'êtes pas sûr de vous, et que vous dites moi je ne suis pas le meilleur à cet endroit-là, en fait vous avez peur d'être cette exposition, qu'on dire oh purée, en fait il est vraiment nul cette personne. Et moi c'est ce qui m'arrivait constamment. Donc en fait cette peur d'être exposé est omniprésente et elle est alimentée par le doute de soi, parce que plus vous doutez de vous, plus vous avez peur de dire oh là là mince, je vais en être découvert. Et ça c'est quelque chose qui est assez important. C'est déjà arrivé à quelqu'un dans la salle, cette peur d'être... Ouais, il y a des moyens, ouais, un petit peu. Donc tout ça, vu que vous avez peur d'être exposé, qu'est-ce que vous faites? Vous bossez beaucoup plus. Vous êtes perfectionniste, vous essayez de faire en sorte que tout ce que vous faites soit carré, soit parfait, soit au maximum du chose, quitte à faire des heures supplémentaires, quitte à vous bouffer la santé pour le faire. C'est arrivé à certains de faire ça? Ouais, ça parle. Autre chose, bien sûr, parce que vu que vous êtes perfectionniste, vous dites, vous minimisez vos réalisations. Non, mais c'est pas grâce à moi, j'ai eu un peu de chance pour y aller. En fait, finalement, ce que j'ai fait, c'est parce qu'il y avait d'autres personnes. Enfin, moi, j'y suis pas vraiment pour grand-chose, alors que vous avez bossé pendant beaucoup plus d'heures que les autres. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Ouais, nice, très bien. Et enfin, ce que vous allez faire, parce que vu que vous doutez de vous, vous allez éviter les défis. Et donc, pour éviter les défis, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre plus de challenge. Et donc, vu que vous n'avez pas de challenge, vous doutez encore plus de vous, vous avez peur de s'exposer. Bref, vous avez compris, tout s'alimente les uns les autres. Et donc ça, c'est des choses qui vont vous arriver et qui arrivent quand on a un syndrome de l'imposteur.
Pour vous faire un petit parallèle avec Harry Potter, en fait Harry Potter lui aussi c'est un imposteur, il a ce syndrome. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, Harry Potter, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a défoncé le sorcier le plus puissant de l'univers quand il était tout petit. Il arrive dans ce monde, et il a été isolé de ce monde-là, il arrive, tout le monde pense que c'est une grosse brute, et en fait lui il dit j'ai jamais fait de magie de ma vie. Donc il se sent légèrement, vous voyez, entre les attentes et ce que les gens veulent, il se sent un petit peu dépassé. Ensuite, du coup, il a également peur d'être exposé. C'est notamment présent dans les derniers tomes. Je vous spoil pas trop en disant qu'au bout d'un moment, il va affronter cette personne-là qu'il avait déjà battue une fois. Dans les derniers tomes, il se cache au maximum de cette personne-là, donc qui est Voldemort. J'ai osé le dire, oui. J'ai osé le dire. Donc il se cache de lui pour éviter au maximum l'affrontement, pour avoir peur de montrer qu'en fait, finalement, ce qu'il avait eu, c'était qu'un coup de chance. Et du coup, il perfectionne un petit peu tout ce qu'il peut et tout ce qu'il peut faire, c'est-à-dire qu'il va travailler de plus en plus, il va essayer de défoncer des Horcruxes tout seul en étant persuadé qu'il n'y a que lui qui peut le faire, essayer de faire le chose le plus possible et d'être le plus parfait possible. Enfin, il va aussi minimiser ses réalisations. Il a par exemple battu contre le basilic en disant il a défoncé un basilic, donc une énorme créature. Il dit non mais c'est pas que moi, il y a quand même un phénix qui était là, qui m'a aidé, c'est lui qui a fait quasiment 95% du taf. Moi j'étais là un petit peu par hasard et j'ai eu de la chance finalement. Et donc enfin il évite les défis, c'est juste pour vous dire que quand il était tiré son sort de la Coupe du Feu en disant j'ai eu de la chance, je peux y aller, ah non c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau, c'est que pour des personnes âgées, enfin des personnes plus âgées que moi, en tout cas plus expérimentées, je ne peux pas le faire. Ça vous rappelle quelqu'un? Moi oui. Donc tout ça pour vous dire que tous ces éléments-là génèrent un truc qui est super agréable, qui s'appelle l'anxiété et le stress, une chose que tout le monde a envie d'avoir dans sa vie, et c'est chose en plus qui paraît qui vous rallonge votre espérance de vie. C'est faux. Donc vous avez pas mal d'anxiété et de stress, et vous allez me dire, mais ouais, tout ça, c'est le syndrome de l'imposteur, mais qu'en est-il du leader? En fait, un leader, ce que je vais entendre dans cette présentation-là, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui va diriger ou qui va être responsable de quelque chose. Donc ça peut être une responsable d'une équipe, ou responsable d'un projet, responsable d'un périmètre, que ce soit par, on a eu, la chance, on a fait une évolution hiérarchique, hop, on a été promu, ou pas du tout, on a pris un sujet parce qu'il nous plaisait, et on se retrouve un petit peu sous le feu des projecteurs, et donc c'est ce leader-là que je vais parler. Et donc, il faut savoir qu'on peut les deux. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, et moi. Est-ce que, moi, pour faire ça, pour vous montrer, est-ce que je suis vraiment un imposteur, parce que je suis quand même directeur technique à Zenica, je vais quand même vous prouver ça. Donc pour ça, on va remonter un petit peu dans le temps et on va parler des 7 Horcruxes de ma vie personnelle, ou professionnelle plutôt, là-dedans. Pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, fermez les yeux 2 secondes. Hop là, éviter un spoil assez ouf. Ok, donc on va remonter un petit peu dans le temps, et donc ma première expérience de ce syndrome en étant dans un rôle de lead, c'était Poly & Co. Donc Poly & Co, c'est une junior entreprise dans mon école d'ingénieur à l'époque, et il faut savoir que tout le bureau allait être renouvelé. Vu que tout le bureau allait être renouvelé, ce que j'ai fait, on s'est dit, soit la sauce va complètement disparaître, que personne ne voulait prendre le rôle de la présidence de cette junior entreprise. Et donc, en me parlant, en réfléchissant, je réfléchis un petit peu à tout ce que ça ferait. Je m'essaie de me projeter en disant, voilà, c'est soit l'association elle coule, soit finalement je me lance. J'ai réfléchi, et je me suis dit, si je me lance, je coche quand même quelques cases du syndrome de l'imposteur. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, en me disant, non, mais j'ai pas les compétences, il y a d'autres personnes qui sont mieux que moi. C'était ma première association, et je me dis, ça fait que 6 mois que j'étais en association, prendre un rôle de présidence sans jamais l'avoir fait, c'est compliqué. J'avais peur d'être exposé, d'éviter les défis, j'ai minimisé mes réalisations, et j'ai été perfectionniste à fond pour bosser beaucoup plus. Au début, je me suis dit, je vais pas le faire. Et puis, on m'a dit, mais si, tu pourrais être pas mal, ça pourrait être cool. Bon, ok, parce que bien sûr, j'avais encore ce syndrome un peu d'imposteur. Je fais, ok, si vous me voyez bien, je vais peut-être le tenter. Je le tente. Ça se passe pas si mal finalement. Au début, j'ai bossé des fois plus que les autres pour pas paraître pour une chèvre. Mais en tout cas, ça s'arrête là et finalement plutôt content. Et donc au niveau de l'imposteur, on est un petit peu imposteur sur 20 à ce niveau-là de niveau. Ça va être un indicateur pour savoir le niveau d'imposture que j'ai à ce moment-là. Là, ça va parce que c'est une jeune entreprise et j'avais pas trop de risques en me disant, de toute façon, si j'étais pas là, elle se serait fermée. Je suis là. Au pire, elle se ferme encore plus vite. Mais bon, ça a d'autres soucis. Donc on va un petit peu avancer dans le temps. Et donc j'arrive à Worldline, qui est ma première entreprise. Et donc pour l'anecdote, Worldline, j'ai été embauché là-bas parce que quand j'étais dans cette junior entreprise, il y avait un forum des entreprises où on était les organisateurs de cet élément-là. Je tenais un petit peu l'accueil et vu que je me suis dit, je vais faire en sorte que tout se passe bien pour les entreprises, comme les entreprises, donc quand même pas que je passe pour une chèvre, j'ai tout fait en sorte que ça se passe bien. J'ai pas préparé de CV, parce que vraiment c'est l'endroit où vous récupérez vos embauches, vos stages, tout ça. J'ai absolument rien foutu et il y a des mecs de chez Worldline qui me disent, tiens, c'est toi qui as géré l'organisation? Je fais, ouais et tout. T'as un CV? Non, pas du tout. C'est mort. Je me suis dit, ça va pas s'atteler. Ah, donne-nous ton contact, on te rappellera après. Je suis cool. Ouais, à l'époque, j'avais aucune idée du marché du web, donc je savais pas du tout qu'en fait tout le monde voulait m'avoir. Mais bon, je me sentais un petit peu favorisé. Et donc j'arrive à Worldline, ils me font passer un entretien technique. Je me fais défoncer, c'était que sur 2 heures de toute ma scolarité. Je me suis dit,
Ok, je ne suis pas pris. Spoiler, j'ai été pris. J'arrive à Worldline et en plus, au bout de 3-4 mois où j'étais, on me dit bah, tiens, le chef de projet qui est à l'époque me dit bon bah je suis pas en vacances, c'est toi qui prends le sujet, tu vas faire tous les copies pendant mes 3 semaines d'absence et tout ça. Oh putain, ding, 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 ding. Je vois savoir tout ça qui s'allume dans ma tête en me disant mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais parler avec des vrais clients, je vais peut-être perdre de l'argent et tout ça et tout ça et tout ça. J'y vais, je bosse, je prépare à fond, j'essaie de faire tout ce que je peux et donc là je fais exprès de pas passer pour une chèvre sur 20. Et donc je commence à faire tout ça et bah, au bout d'un moment j'en fais un, deux, puis après ça commence à aller un peu mieux, etc. etc. Mais au début mon syndrome de l'imposteur était assez ouf. Et donc à bout d'un moment on me propose un petit peu de passer chef de projet sur ce projet-là. Je me suis dit moi non, c'est mort. Je n'y vais pas, c'est pas ce qui m'intéresse et j'ai un peu mal passé le truc, donc j'ai dit non, je ne le veux pas. Donc gardez ça dans la coin de tête, vous allez comprendre pourquoi juste après. Je vais parler d'un truc qui s'appelle les FPV Labs. Je suis désolé, c'est la gueule du logo tel qu'il existe. J'ai pas mieux, donc c'est pour dire qu'il est ancien. En tout cas, c'est les FPV Labs. Donc en fait, ce que c'est que les labs à Worldline, c'est un endroit où il y a que certain nombre de personnes, donc c'est une dizaine, je crois, sur 150 à l'époque, qui pouvaient y aller pour faire une journée de R&D par jour, pour un petit peu avancer sur des sujets. C'est cool, hein. En vrai, c'était cool. Autant vous dire que ceux qui allaient là-bas, sur 10 sur 150, c'était des rockstars. Hein. C'était des mecs qui avaient fait tous de l'open source pendant je sais pas combien de temps. Il y avait plein de choses comme ça. Des mecs qui, ça faisait 15 ans qu'ils étaient là, ils étaient indétrônables et tout ça. Et ma manager me dit, bah tiens, je t'ai inscrit, tu vas y participer à la session prochaine, donc c'est dans 2 mois. Comment ça moi je vais pas me retrouver avec des gens là-dedans, c'est un sujet où je vais être tout seul en plus, où j'ai pas de cadre, je vais devoir me poser mon cadre, peur d'être exposé, bref, vous voyez toutes les 5 coches sont cochées, et là j'ai un bon syndrome de l'imposteur qui se déploie en me disant qu'est-ce que je fous avec toutes ces tronches autour de moi, qu'est-ce que je fous là. Bon, les mois passant, et parce que bien sûr j'ai pas refusé, parce que je me suis dit j'ai déjà refusé le truc d'avant et j'avais pas envie d'être un imposteur, hein, c'est pour ça que je vous disais de le garder dans un coin de la tête, j'ai accepté parce que j'avais pas envie de paraître pour une chèvre. Donc j'ai accepté, je me retrouve là-bas, je fais des trucs, je défonce, je bosse, mais alors des heures incalculables, en plus je fais le tampon parce qu'il y a des incidents de prod que je faisais pendant, enfin bon bref, c'était un peu l'enfer, mais j'y suis arrivé et j'ai passé un très bon moment. Donc j'étais là-bas, me demandais ce que je foutais un peu là-bas, je me suis dit bon au pire ça sert pas, c'est pas grave. Arrive le Cotrex. Alors le Cotrex, je crois que c'est comité transverse de ICS, un truc comme ça. Il n'y a pas de logo officiel, donc pour vous dire que ça c'est moi qui ai fait ce logo, c'est dégueulasse, donc me jugez pas. Donc en gros on a ce Cotrex. Le Cotrex c'est un endroit, c'est une conférence, un petit peu une TZ comme on a ici, c'est une conférence interne à Worldline. Et il y a un certain Olivier Pérez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas je vous recommande de l'éviter le plus possible. Ce gars-là arrive et me dit mec, tu fais partie des labs, tu as sûrement un sujet à nous proposer. Vu que j'avais le syndrome de l'imposteur comme ça, j'ai dit oui, oui, non, non. Et il fait bah cool, et bah du coup la prochaine session qui a lieu dans 2 semaines, tu présentes ton sujet. Allez, salut. En plus c'était donc on passait devant tout ICS, donc c'était un pôle donc de 150 personnes du coup. On passait devant 150 personnes. C'est la première fois que je faisais un talk. J'ai regardé les slides pour cette slide pour voir si je pouvais récupérer du contenu. J'ai même pas osé le mettre tellement c'était dégueulasse. Mais j'ai gardé les slides, c'est assez impressionnant et j'étais complètement dans le doute et c'était l'enfer pour moi. Mais je suis passé et donc je me suis dit bah ça y est, s'arrêter là. Donc là j'ai un gros syndrome de l'imposteur, de dire bah voilà là, je vais montrer vraiment que je suis pas capable, hein, je vais vraiment être exposé sur mon incompétence. En fait ça va, c'est pas si mal passé. Même Olivier m'a dit bah en fait c'était cool, tu veux pas en refaire un autre la fois prochaine. Je fais ok, ça s'est bien passé, j'ai vraiment kiffé. Et donc je me retrouve à refaire plusieurs fois et finalement bah c'est peut-être pour ça que je suis là aussi aujourd'hui et que j'aime bien parler, peut-être grâce à cet événement là. Donc maintenant que j'étais un peu sûr de moi, je me dis, bah tiens, je vais passer à Zenica. Alors Zenica, pour moi, l'image que j'avais, c'était des mecs qui faisaient de l'élastique, qui faisaient des formations, qui étaient des grosses tronches, mecs qui passaient en conférence, qui faisaient des articles de blog, bah, bref, mecs qui créaient des outils open source et tout ça. Je me dis, bon, allez, j'ai envie de changer ça peut passer. Spoiler, ça est passé. Je passe l'entretien, il y a un Fabien Lafarge qui arrive et qui me défonce sur Spring, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? C'est bon, c'est fini pour moi. Finalement, je suis venu à Zenica, si je suis là aujourd'hui, hein, c'est pour ça. Et en plus, on me dit, bah tiens, t'as une mission qui va commencer le lendemain de ton arrivée chez OCA Smart Building, et tu vas être lead dev là-bas. Ok, ok, pas de souci. C'est ma première ESN Zenica, parce que Worldline, c'est pas moi une ESN. En tout cas, c'est ma première ESN, j'arrive là-bas, et on me dit, tu vas être, bon, bah, on refait tout notre récit, et là, faut qu'on démarre sur 3 stacks, c'est soit Angular, soit React, soit Vue.
J'en ai fait aucun des trois. Ok, bah, je vais penser. Donc j'ai travaillé chez moi les heures et tout ça parce que je n'osais pas dire que je savais pas. Parce que bien sûr, je me suis dit, bah, j'ai été pris à un endroit où il n'y a que des rockstars, Zenica. Si je dis que dès la première mission, je suis capable de le faire, bah, ça va pas faire. Donc pour le syndrome de l'imposteur, je vous explique pas. Le même niveau qu'avant pour passer en conf. J'ai réussi. Donc je choisis une stack en plus sur du vu, personne l'utilisait. Je fais, bon, celui-là, c'est celui qui plaît le mieux et tout ça. J'essaie de le vendre. Je me dis, ça passera jamais. C'est passé, ils en font encore. Et finalement, j'ai eu de la chance parce que c'est le truc qui a marché le mieux. Mais en tout cas, voilà, on en est là et j'arrive au CA et ça se passe bien. Finalement, le syndrome de l'imposteur diminue un petit peu avec le temps, jusqu'à ce qu'un Louis me dise tiens, Louis Tournaire me dit, donc le DT de Zenica Lyon à l'époque, me dit tiens, c'est cool. J'ai vu que tu étais inscrit au JUG et je vais présenter Jigsaw, donc les nouveautés de JDK9 pour ceux qui ne connaissent pas. À l'époque, ça venait de sortir, personne ne savait ce que c'est, même personne encore aujourd'hui sait ce que c'est, tellement ça a bien marché. Il dit tiens, ça te dit pas, tu co-animes avec moi? Bah non, vas-y, ouais, on va faire ça, ouais. En plus, bah tiens, ça marche bien, on va le poser au Devox France, ça te va? Ouais. Donc j'arrive au Devox France, donc ça c'est bien peu. C'est un atelier, je vois que des rockstars, je parle même avec des mecs qui avaient écrit ce que j'étais en train de présenter. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qui je suis? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis là? En plus, donc les gens me disaient, tu fais quoi comme toi? Je fais, bah je fais un atelier sur Jigsaw. Alors moi je me dis, bah je fais un atelier, déjà je suis moins bien que les autres, enfin voilà, je suis niveau en dessous, quoi. C'est plus facile de faire un atelier qu'un speaker. Spoiler, c'est faux, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc vous faites un atelier, je fais un atelier, tout ça se passe bien, et puis finalement bah, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu des bons feedbacks, et puis j'en ai refait, puis bah voilà, maintenant vous savez que j'en fais quelques-uns. Mais en tout cas voilà, première fois, autant vous dire, je me suis décomposé, je me suis liquéfié sur place, et c'était un syndrome de l'imposteur assez présent. Donc le temps passe un petit peu, et là on va arriver un petit peu plus moderne. Là, il y a un poste de CTO qui s'ouvre à Zenica, et là, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, je réfléchis un petit peu au poste, en me disant, bah voilà, est-ce que j'ai le niveau? Absolument pas. Est-ce que je suis prêt pour aller là-bas? Non. Et donc ça continue, je me réfléchis, est-ce que j'ai le niveau pour le faire CTO? Non, pas du tout, j'ai jamais fait ça, je suis pas assez large, je suis plutôt front, j'ai jamais dirigé des personnes, je suis trop jeune. Enfin bref, je me suis trouvé énormément de raisons de ne pas y aller. Et Louis, encore celui-là, m'a dit ouais non mais en fait tu devrais postuler, franchement ça devrait le faire, puis au pire t'es pas pris, bon bah ok pourquoi pas. Et un certain Olivier aussi me dit oh, franchement ça pourrait être pas mal en vrai, franchement ça peut le faire, ok bon bah écoute pourquoi pas. Je postule et bah j'ai été pris, et donc là j'arrive à le premier séminaire d'été avec que des DT. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Je ne sais rien faire, c'est galère, qu'est-ce que je fous ici? Franchement, je n'ai pas le niveau, je ne suis pas capable de le faire. Bon, maintenant ça fait 3 ans. Est-ce que je suis encore leader? Est-ce que je suis encore imposteur? C'est la question qu'on va se poser tout de suite. Eh bien, est-ce que mon syndrome de l'imposteur est disparu maintenant? Parce que je me dis, voilà, est-ce que peut encore y avoir? Eh bien, non, il est toujours présent. Le syndrome de l'imposteur, je le vis toujours avec. Donc je vis toujours avec, et je vais vous donner 2-3 conseils que j'ai pour un petit peu vous aider là-dessus. En tout cas, ce sont mes conseils. Donc ces conseils-là, ils sont appliqués à moi, peut-être qu'ils ne s'appliqueront pas à vous, mais j'espère qu'ils vont vous aider si jamais vous avez ce genre d'éléments. Tout d'abord, quand vous minimisez vos réalisations. La première chose à faire, surtout quand vous avez un rôle de leadership ou un rôle d'élément où vous avez un peu un rôle de coordinateur, listez tout ce que vous faites. Vraiment. C'est important de noter tout ce que vous faites, parce que vous aurez l'impression de ne pas faire grand-chose, de faire passer votre temps de réunion, de pas avancer, de dire mince, qu'est-ce que je fous là? En fait, c'est pas ma faute, tout ça. Regardez tout ce que vous faites réellement et notez. Vraiment, c'est ce que je fais. Moi, j'ai une liste encore aujourd'hui. Je liste tout ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai fait comme réunion? Alors, c'est chiant, c'est galère, hein. Mais quand vous le relisez, vous voyez tout ce que vous avez fait en une journée, vous faites oh putain, ouais, quand même. Quand je fais du code, si j'ai produit une PR, je suis content. Là, j'ai l'impression d'avoir fait 14 000 sujets dans la même journée. C'est assez ouf et ça vous rassure. Et moi, en tout cas, ça m'a rassuré énormément sur ce que je faisais. Le perfectionnisme. Alors ça, malheureusement, eh ben, ça va vous permettre, moi je trouve, c'est pas forcément une tare, c'est pas forcément mauvais. Au contraire, c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer, de vous dépasser et d'avoir le dépassement de soi. Ce qu'il faut juste faire gaffe, c'est de limiter dans le temps ce perfectionnisme. Accepter aussi de faire des itérations, c'est des choses moi qui m'ont beaucoup aidé. Dire, bah, je fais une moyenne basse et une moyenne haute et vous tapez un peu dedans. Comme ça, vous êtes content si vous avez atteint votre moyenne basse, vous êtes ultra content si vous avez atteint votre moyenne haute. Ça vous permet de mettre qu'est-ce que je veux si jamais j'ai pas tout le temps, qu'est-ce que je veux en idéal, et ça vous permet un petit peu de jauger ça. C'est un premier niveau, moi ça a bien marché, et bah, du coup d'accepter aussi que tout soit pas parfait. Ça, j'ai encore du mal. Mais voilà. En tout cas, sinon, j'ai la peur d'être exposé. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? En fait, accepter, moi, c'est ce qui m'a aidé, accepter de ne pas savoir. Dites, bah écoute, ça, j'en sais rien, on va regarder, je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de le faire.
C'est super dur à faire, je travaille encore dessus, c'est encore pas parfait, mais en tout cas, essayez d'accepter que ce que vous faites, ce n'est pas parfait déjà, de dire que vous ne savez pas et de dire bah écoutez, je vais me reposer sur telle personne parce que lui c'est mieux et au contraire il va m'alimenter. Et c'est pas grave, les personnes sont au courant et que ça peut bien se passer. Le doute de soi. Alors là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner grand chose. Ce truc que je peux vous dire là-dessus, et ça c'est quelque chose que je trouve important, et c'est déjà avoir conscience que vous avez syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est assez important. Quand vous doutez de vous, est-ce que c'est mal? Ça dépend. Si vous êtes trop sûr de vous, vous n'écoutez pas les personnes. Douter de soi, ça vous permet d'accueillir aussi et d'accepter des suggestions, d'accepter que c'est pas parfait, que ce que vous faites, ça peut être mieux. C'est ultra important et pour moi, c'est ce qui permet que vous allez vous dépasser. Donc, vous doutez de vous, ça c'est la première chose, c'est pas grave, acceptez. Ne doutez pas trop de vous, commencez à vous faire confiance et ça, la minimisation des réalisations va vous aider à moins douter et aussi, un truc important, prenez des feedbacks des personnes. C'est important, on a peur de se faire juger et ça c'est ce qui va vous permettre de sentiment aussi de moins être exposé. Demandez du feedback, comme ça c'est vous qui vous exposez, c'est plus peur que les autres vous trouvent. C'est quelque chose qui marche très bien sur moi en tout cas, d'accepter, de demander du feedback, c'est pour ça que je fais des rôtis à chaque fois. Je suis comme ça avant de faire le rôti, je le dis pas parce que je me dis putain s'il y a des 1 comment je le gère, mais en tout cas c'est cool. Bon alors pour les plus assidus, il y a un élément que j'ai pas dit. Relever les défis, il est où quand même, tu vas pas nous enfumer. En fait je vous ai pas forcément tout dit et j'espère que vous avez remarqué ça. Mais en tout cas, dans Harry Potter, quand on parle d'Harry Potter, c'est pour ça que je m'identifie à lui, est-ce qu'on parle que de Harry Potter? Non. Il est souvent accompagné de 2 personnes. Et en fait, est-ce que ce ne seraient pas ces 2 personnes-là qui l'aideraient un petit peu à passer le cap, à accepter d'être un imposteur et à surpasser ce syndrome-là? Et donc c'est ce que je voudrais que vous reteniez 2 choses. Déjà, si je regarde un petit peu sur le flux temporel, si je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à moi parce que j'avais des compétences pour le faire, on ne m'a pas proposé pour rien, mais c'est surtout parce qu'il y a des personnes qui m'ont aidé à réduire ce syndrome de l'imposteur. Le premier ici, c'est ma conjointe qui m'a dit écoute franchement, tu peux y arriver, tu as les moyens et ça peut bien se passer et tu peux le faire. Donc ça m'a boosté en me disant waouh super, s'il y a quelqu'un qui confie sur moi, au moins il y a une personne qui va pas dire en fait t'as pas le niveau. Worldline, c'est pareil, si j'y suis allé, c'est parce que mon chef de projet m'a pas laissé le choix, il m'a dit t'y vas. Donc là-dessus, donc ça veut dire qu'il avait confiance en moi, il avait confiance en ce que je pouvais faire. Et ça m'a un petit peu remotivé. Pareil pour les labs. Les labs, c'est ma manager de l'époque qui m'avait aidé pour y aller. Le Cotrex, c'est Olivier Pérez qui m'a permis d'y aller. Et Zenica, pour le coup, c'est David qui m'a beaucoup aidé, donc mon commercial qui m'a dit non, ce que tu fais, c'est cool et ça va bien. Ça m'a permis de me diminuer ce syndrome de l'imposteur. Devox, c'est Louis, c'est à cause de lui que je fais des confs. Et job de CTO, vous pouvez vous plaindre à Olivier. C'est sa faute si je suis à ce poste-là. S'il m'avait pas dit, écoute, franchement, je te vois bien à ce poste-là, je n'y serais pas aujourd'hui, je vous le dis sincèrement. Donc, si j'ai un truc, vous n'avez qu'un truc à retenir, c'est ça. Vous soyez, si vous êtes dans la mesure du possible, la sidekick des autres. Si vous voyez d'autres personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, dites-leur que vous les voyez dans ce poste-là, ou dites-leur comment ils pourraient s'améliorer. C'est ultra important, on ne le fait pas assez, on ne donne pas assez de feedback. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, moi j'essaie de le faire le plus possible. Quand vous voyez des gens qui font des présentations, des talks, des ateliers, qui prennent un sujet, vous dites « Oh franchement c'est cool, ça a l'air bien, ça se passe bien, on a des bons retours », insistez, j'essaie de le faire le plus possible, au moment possible, j'aimerais bien que vous, un jour aussi, vous le fassiez. C'est ultra cool de le faire, et je sais que il y en a beaucoup qui le font, mais voilà. Pensez-y, quand vous voyez quelqu'un qui a syndrome de l'imposteur, on le détecte très facilement, parce que moi, c'est aussi grâce à vous. J'ai fait pas mal d'échanges avec pas mal de monde, et je vois que tout le monde a le syndrome de l'imposteur, et c'est ce que je veux vous mettre aussi, vous n'êtes pas seul. Il y en a peut-être qui ont remarqué que les images que j'ai prises, je les ai pas prises au hasard. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui est ultra présent dans toutes les narrations. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous rend humain. Quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, ou quelqu'un qui se sent à sa place, il n'y a rien à dire, c'est pas intéressant. Donc du coup, tous ces éléments-là, c'est juste des exemples de syndrome de l'imposteur, de personnes qui l'ont et qui l'éprouvent. Du coup, j'ai envie de vous dire, c'est votre vie, soyez fiers d'être la héroïne, parce que si vous avez une aventure, c'est une histoire, vous allez progresser. Le syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu vous montrer que vous êtes humain et que vous allez vous améliorer. C'est tout pour moi, je vous remercie de votre attention, et j'espère que ça vous a plu. On a peut-être le temps pour des questions rapides, je crois. Non, on n'a pas le temps, ok. Non, on a le temps pour des questions, s'il y en a qui ont des questions, je n'hésiterai pas. Non, c'est pas grave. Jérém ? Merci Mathieu. Ma question, ça porte sur le feedback. Quand tu vas demander du feedback vers d'autres personnes, comment est-ce que tu gères quand quelqu'un te dit « c'est bien ce que tu as fait »
et toi tu le regardes et tu te dis ton jugement là il me va pas, il y a forcément quelque chose à améliorer. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que du coup tu peux avoir du mal dans ce cas-là à prendre la validation, alors que concrètement en face, si on ne dit rien de négatif, c'est probablement une forme de validation. Mais toi, ce que tu cherches, c'est à t'améliorer en fait quand tu demandes un feedback. Ah bah, du coup, je le dis direct. Je dis bah écoute, c'est cool, mais tu trouves pas que ce truc-là, il est pas bien? Enfin, tu vois, je le dis explicitement, et comme ça, moi, tu as son feedback direct. Faut pas hésiter. Souvent, quand vous avez des retours qui sont positifs ou pas de retours ou négatifs, c'est souvent peut être mal perçu, surtout si elles sont négatives. C'est ce qui nous fait peur d'ailleurs, de dire bah non, en fait, ce que tu as fait, c'est de la merde et tout ça. En fait, ce qui est important, c'est aussi chercher du feedback pour savoir aussi ce qui va. Ce qui va pas, il suffit de vous regarder, vous savez ce qui va pas. En vrai. Franchement, nombre de fois, tu sais ce qui va pas, mais tu as besoin aussi de savoir ce qui va. Parce qu'on a un biais qui est un biais humain, qui fait qu'on se focalise plus sur ce qui ne marche pas que ce qui marche. Dans les souvenirs même, vous vous souvenez plus facilement de tout ce qui vous a traumatisé que des choses qui vous ont vraiment amélioré. Donc, si j'ai qu'un conseil à te donner, ça va dépendre de ce que tu fais. Accepte les feedbacks. Moi, j'ai encore du mal en me disant, tu me dis, ouais, c'est bien ce que tu as fait, ouais, c'est cool. Mais je le fais encore aujourd'hui, hein, mais c'est juste pour te dire que oui, en fait, tu as besoin de feedback aussi pour construire. Il y en a des fois qui disent non, bah, c'est très bien, mais dans ce cas, c'est que lui, il n'a pas de feedback négatif. Tu vois. Ou alors, tu essaies de le mettre sur la piste et tu lui dis bah non, mais ça, moi, j'ai trouvé que c'était pas top. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu mets directement le truc cash et souvent, en fait, si tu es cash, tu as une réponse cash. Hein. Et tu dis non, mais en fait, j'ai besoin de feedback, j'ai besoin de ça. Tu précises aussi le contexte de ta demande. Tu vois. C'est important. Des fois, il y en a qui disent bah, c'est peut-être juste par politesse. Tu dis non, qu'est-ce que tu ferais faire pour m'améliorer? Change aussi la question pour dire qu'est-ce que tu penses de bien, pas bien, qui est trop large. Tu peux aussi prendre la question et la dire très direct. Tu vois. Ça marche aussi très bien. Une question là-bas au fond à droite. J'ai pas vu toute la séance, que j'ai Ringlet qui m'éblouit, c'est ouf. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que tu penses que le mot syndrome de l'imposteur, enfin le terme, est bien choisi si on considère que c'est quelque chose d'assez général, on l'a vu. Je l'ai pas dit, c'est vrai, mais et qui est positif. Et au final, moi, je trouve assez mal trouvé parce qu'on le voit comme syndrome, c'est négatif. Alors, pas forcément. Un syndrome, c'est parce que syndrome, on l'associe à la maladie, ce qui est il n'est pas considéré comme une maladie parce que c'est pas forcément quelque chose qui t'handicape au jour le jour, mais c'est un syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui t'amènent à un diagnostic. C'est ça un syndrome en fait. Je l'ai pas dit explicitement, mais du coup c'est un ensemble de faits. Donc en fait c'est un syndrome, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui font que tu te sens. C'est un sentiment aussi d'être un imposteur. Mais le syndrome, c'est plus que tu rentres dans une logique que beaucoup d'autres personnes ont. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a 7 personnes sur 10 qui ont, d'ailleurs ça s'est montré dans la salle, qui ont vécu ce syndrome de l'imposteur, et notamment plus de femmes que d'hommes, mais en tout cas c'est un syndrome qui est très présent. Je trouve pas forcément que ce soit mal choisi, parce que c'est vraiment un ensemble de conséquences qui font que tu es dans... En fait c'est un pattern, c'est une routine, c'est un moyen de diagnostic, et c'est quelque chose qui a été diagnostiqué par des médecins, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont appelé ça syndrome, par des psychologues notamment. Question? Ça va falloir faire passer à... Question, tu parlais des feedbacks. Comment faire pour éviter d'être entouré de yes men? Et comment surtout, genre, là j'ai un exemple bête, mais des fois quand je regarde du feedback, j'ai l'impression que je cherche de la validation. Quand tu as un syndrome de l'imposteur, bah c'est le cas, parce que tu as besoin de rassurer que tu ne sois pas un imposteur. Encore une fois, quand tu demandes des feedbacks pour te rassurer ton sentiment, ton syndrome de l'imposteur, oui. C'est bien aussi d'avoir des yes men. Enfin, on appelle ça aux États-Unis, ils appellent ça l'effet groupie. C'est-à-dire que non, mais ça a été montré que ils appellent ça en anglais le leadership, le cheerleader effect. C'est-à-dire que c'est l'effet de, en fait, tu as des gens qui te boostent, et en fait, te booster, ça te permet d'être plus efficace que si tu ne l'es pas. C'est juste, est-ce que c'est mal? Moi, je suis pas sûr que ce soit mal d'avoir des yes men. C'est bien de ne pas avoir que des yes men. C'est ça la question. De ne pas en avoir que, dans ce cas-là, tu vas chercher les feedbacks de personnes qui n'ont pas répondu. Souvent ceux qui répondent, c'est les extrêmes. Ceux qui sont très « oh, c'est trop bien » et ceux qui disent « oh, c'était à chier ». T'as pas d'intermédiaire, et du coup, tu vas chercher ceux qui sont intermédiaires et tu vas prendre du feedback. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Enfin bon, bref, voilà. Ok. C'est tout good? Ok. N'oubliez pas ça, ça m'importerait beaucoup pour moi. Merci beaucoup.